Mac 3V vous propose la profession frigoriste, l'association Les Vagabonds et une randonnée archéologique. C'est une entreprise qui installe et qui dépanne toutes les installations concernant donc froid commercial, un petit peu de ménager et de la climatisation. De base, j'étais électromécanicien bobineur. Il y a une personne, M. Hagelberger, qui était propriétaire de cette entreprise, nous ramenait souvent des moteurs à faire réparer, qu'il avait, lui, l'intention de prendre sa retraite et rechercher un entrepreneur. Ce métier ne le connaissant pas au départ, je me suis intéressé, donc je l'ai accompagné le week-end, les vacances, et c'est comme ça que petit à petit, je me suis lancé donc dans le froid. Les interventions que je fais, ce sont des interventions très variées. Il faut savoir que le métier de frigoriste, c'est un métier complet. Il y a donc de la mécanique, de l'électricité et de la physique, concernant les fluides frigorigènes qu'il faut savoir aussi maîtriser. En ce moment où il fait très chaud, on est très sollicité. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne faisons pas de froid. On chauffe, c'est-à-dire on utilise du bois, du papier, on l'allume, ça brûle, c'est fini. Nous ne faisons pas de froid, le terme exact, c'est que nous faisons un transfert de calories. C'est-à-dire les calories qui sont à l'intérieur, que ce soit du frigo, du congélateur ou d'une chambre froide, on va essayer de les extraire à l'extérieur. Et par le biais donc d'un fluide frigorigène, d'un évaporateur, d'un groupe frigorifique qui se compose d'un compresseur et d'un condenseur. Se rajoute donc après tout ce qui est régulation, c'est-à-dire un détendeur. Voilà, donc au départ on met un filtre déshydrateur, on met un voyant liquide pour voir le niveau du fluide dans le circuit. Et ensuite on met donc des sécurités, à savoir des pressostats, un petit coffret de commande et de régulation. Voilà. Et donc tout ça, sur place, on installe en premier l'évaporateur qui se situe donc à l'intérieur d'une chambre froide niveau plafond. Le groupe qu'on met généralement à l'extérieur à l'ombre si possible, surtout à l'air. Ensuite le raccordement frigorifique qui va se réaliser donc en tube cuivre. En ce moment on a beaucoup de pannes, donc déjà du fait de la chaleur, il n'y a pratiquement plus d'air ventilé, il n'y a pratiquement pas de vent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait du foin, donc la poussière, il y a le pollen qui vole. Vous avez ici un ventilateur donc, qui fait que aspirer l'air. Donc toutes les particules vont se déposer à l'avant du condenseur, vont déjà boucher le condenseur en lui-même. À l'arrière, vous avez donc le ventilateur. Lui-même, il va surchauffer, il va se mettre en défaut. Vous avez donc les gaz du compresseur à la sortie du compresseur qui vont surchauffer. Il n'y aura plus de condensation qui va se faire, donc on va rester en gaz et on ne va plus passer de l'état gazeux à l'état liquide. Aujourd'hui, je vais donc changer un compresseur à un congélateur ménager. Pour cela, il faut savoir tout d'abord qu'il faut récupérer donc le fluide frigorigène. Là, ce n'est pas le cas puisque c'est un compresseur à l'isobutane. Donc c'est un gaz naturel. Et donc celui-là, comme il n'y a que 50 grammes, on le laisse échapper donc à l'air. Voilà. Donc, on peut avancer le compresseur. Le vide étant réalisé, on ferme donc les robinets. On entend déjà l'injection à l'intérieur du fluide. Donc là, je vérifie donc le bon fonctionnement du compresseur. C'est-à-dire, donc à l'intérieur, on a notre pression exprimée en bar et la graduation extérieure
m'indique donc la température. On a donc toujours une relation pression-température. On va donc obturer notre tube de charge. Comme je suis en dépression, il n'y a pas de risque de fuite. Et donc on va boucher notre... Voilà, l'installation est réalisée. Il faut aussi savoir que le métier de frigoriste est en pleine évolution. Le froid, vous le trouvez partout. Donc, chez vous à la maison, les frigos, les congélateurs, en passant par la climatisation qui vient et qui s'installe de plus en plus dans le tertiaire. Comme dit, c'est un métier qui est bien, qui est, comment dire, il n'est pas lassant, vous avez toujours autre chose à faire. L'association sportive Les Vagabonds, qui est donc une association créée en 1960 par une bande de copains qui se retrouvaient, à défaut de se retrouver devant un comptoir, ils ont décidé d'aller jouer au foot le dimanche matin. Et depuis 1969, ils s'entraînent tous les dimanches matins à Bärental, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle. Et ça, donc, ça crée une certaine amitié entre tous. Et pour cela, il y en a encore un parmi nous, c'est Müller-Etienne, qui est le président actuel de l'association Les Vagabonds. Oui, j'ai commencé en 1969 et puis je suis toujours présent. Puis comme il dit, qu'il vente, qu'il pleuve, n'importe, tous les dimanches matins on est à Bärental. On a commencé là-bas sur le terrain en défrichant le terrain. Il était carrément en friche. On a eu l'autorisation de l'ancien président de Bärental pour jouer dessus, puis on a défriché et depuis on est là-bas. Et l'association, on a créé l'association en 1980, je crois le 2 février ou le 10 février 1980. Et depuis ce jour-là, en années 80, on a mis en route le challenge du maire, qui est maintenant sa 20e édition aujourd'hui. En ce moment, on est une vingtaine de membres. Hein. Puis en tout Vagabond qui a été vraiment... on peut dire on était 80 en tout, mais maintenant on est encore 20 membres actifs. Le plus âgé, il a 65 ans et le plus jeune, 14 ans. Un dimanche matin, bêtement, chacun a demandé quel nom qu'on pourrait nous donner. Alors on s'est donné comme ça, les Vagabonds, puisqu'on ne savait pas où jouer, donc ça a été les Vagabonds. Puisqu'on n'avait rien de fixe, on n'avait pas de terrain, c'était vraiment les Vagabonds. Il n'y a aucune compétition dedans, c'est vraiment pour le plaisir. Nous, comme on dit, on n'a pas de licence, on est des copains avant tout, et puis on est là pour s'amuser. Donc c'est le dimanche matin, on joue des fois 4 contre 4 et on tire un peu sur les buts. Et de temps en temps, on fait des matchs contre d'autres équipes de copains de la région. Le challenge du maire, ça a été créé, comme dit, créé en 1980. On avait créé ça pour que les jeunes de Niederbronn se retrouvent entre eux, puisque tout le monde courait à droite, à gauche, il n'y avait plus personne qui était ensemble. Et c'est là qu'on a créé ça, ce challenge pour que les jeunes de Niederbronn se retrouvent. Les équipes, c'est les restaurants de Niederbronn et des alentours qui composent une équipe et qui viennent à 7, 8 à jouer ce challenge. Tout, buvette, repas, tout est à disposition. Alors le soir, on a fait une tarte flambée. Et puis le midi, on a fait une petite assiette, une côtelette avec des frites et puis des salades. Sur les 16 équipes ici présentes lors du challenge, il faut savoir qu'elles sont réparties en 4 groupes, ce qui fait à peu près une quarantaine de rencontres. On a à peu près une moyenne de 2/3 des équipes qui sont là, qui reviennent chaque année. Il y a toujours de nouvelles équipes qui se rajoutent, d'autres qui ne reviennent pas. Mais on est toujours saturé parce qu'on pourrait faire des fois avec 24 équipes, on pourrait faire beaucoup plus parce qu'on a de la demande. Mais on se limite étant donné qu'il faut aussi compter avec le temps et c'est une organisation déjà au préalable de presque une quinzaine de jours qu'il faut ensuite appliquer sur 2 jours, c'est-à-dire samedi et dimanche. Étant donné qu'on n'est pas plus nombreux aussi en membres, on ne peut pas faire beaucoup plus, parce qu'il faut savoir que
avec nos jeunes qui sont dynamiques, mais nos anciens qui fatiguent rapidement, il faut savoir quand même doser les efforts et trouver une certaine partie de plaisir dans l'ensemble. Bon, ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'on cherche toujours encore des membres, parce qu'on est toujours pas très nombreux à l'entraînement. Donc ce serait pas mal si on trouverait quelques personnes qui viendraient nous soutenir à Berntal tous les dimanches matins. Le sentier d'interprétation de Niederbronn-les-Bains, qui d'ailleurs est un sentier d'interprétation paléo-environnementale. Alors là, on a un mot peut-être un peu complexe. Donc il y a paléo qui est ancien, et puis environnement, donc environnemental, donc c'est ce qui nous entoure. Alors on va s'intéresser par le biais de ce sentier un peu à notre environnement tel qu'il était avant, comment il a évolué, où il en est actuellement et quel est le rôle de l'homme dans cet environnement. Alors le projet est né, si vous voulez, un peu de la stratégie de développement du service éducatif de la Maison de l'Archéologie. En quelque sorte, on veut faire une prolongation du musée, c'est-à-dire des objets qui sont exposés dans les vitrines du musée. On peut essayer de voir ensemble où est-ce qu'ils ont été découverts dans la région et essayer de les remettre un peu dans le contexte. Alors pour la période géologique, nous avons les indices les plus anciens se trouvent de ce côté de Niederbronn. Et ces indices sont âgés d'environ 380 millions d'années, la période du Trias. Et là, on a des éléments qui sont fort intéressants. Par exemple, ici, nous avons un petit coquillage qu'on appelle un griffé. Donc ce coquillage est issu des sédiments marins qui sont fossilisés. En quelque sorte, nous sommes ici sur si vous voulez, sur le sol de l'ancienne mer, la mer primaire comme on l'appelle. Et de l'autre côté, nous avons donc le versant gréseux des Vosges du Nord. Et là, nous allons avoir une géologie qui est tout à fait différente. Là, nous allons trouver le fameux grès des Vosges. En fin de compte, c'est le sable qui est sur les sédiments fossilisés de ce côté-là. Là, nous sommes sur un petit chemin entre Niederbronn et Reichshofen, un petit chemin en quelque sorte qui se trouve sur le sentier d'interprétation. Il a la particularité d'être sur le secteur calcaire des environs de Niederbronn-les-Bains. Alors quand on dit secteur calcaire, c'est ce qu'on appelle le Muschelkalk, le calcaire coquillé. Donc c'est un terrain qui est assez lourd ici, très chargé de ce type de pierre calcaire. Alors ce chemin, donc, qui regorge de ces interfacts archéologiques, plutôt géologiques calcaires, il est recouvert aussi d'éléments qui viennent de l'autre versant de Niederbronn, donc du massif gréseux des Vosges du Nord. Alors pour ce qui est de ce secteur, ce sont les traces les plus anciennes, géologiquement parlant, de Niederbronn et de sa région. Nous avons une coupe géologique. Et plus bas, vous voyez donc la trouée de Beach, c'est une faille géologique. Par le biais de ces cartes, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé ici. En fin de compte, il y a eu, comme pour la vallée du Rhin, un plissement de terrain. Les Vosges du Nord sont apparus. De l'autre côté, vous voyez la forêt noire. Et la plaine d'Alsace s'est formée par ce fameux plissement de terrain. Nous avons exactement le même schéma ici pour la trouée de Beach. Donc une faille géologique. De ce côté, nous avons un terrain qui est calcaire, donc comme cité avant la mer primitive, et de l'autre côté nous avons donc le versant gréseux, donc le fameux grès des Vosges. Il faut s'imaginer que la végétation qui y était ressemblante un peu à la toundra ou la taïga. C'est pratiquement ce qu'on peut trouver encore en Groenland ou dans les pays très froids. Là nous avons un élément, donc, c'est un arbre, c'est un frêne, et lui, il date de la préhistoire. Alors, c'est un des arbres le plus anciens de la région. Ses origines sont attestées, je dirais, aux environs de 10 à 12 000 ans avant notre ère, dans une période de la préhistoire qu'on appelle le Mésolithique. C'est aussi, si vous voulez, le frêne est une plante anthropocentrique, c'est-à-dire il atteste souvent de la présence humaine. En général, où il pousse, on peut partir du principe qu'il y a eu des humains dans le secteur. Pourquoi ? Parce qu'il s'installe souvent sur
ce qu'on appelle nous des nerfs calcaires, c'est-à-dire des structures minérales, ça peut être un mur, les restes de ruines, ou tout simplement un morceau de banc calcaire qui sort de la terre. Alors en général, si on trouve le frêne, on sait qu'il y a quelque chose en dessous qui pourrait attester la présence humaine. Alors devant nous, nous avons la ronce. Alors quand on dit ronce, famille des ronces, c'est autant la mûre que la framboise. Hein. Alors au néolithique, c'est la période qui vient juste après le mésolithique. Là, nous sommes aux environs de moins 6000 à moins 3000 ans avant notre ère. Ben, la ronce, c'était l'idéal pour fabriquer des cordelettes ou des petites cordes. Le néolithique, c'est une période extrêmement intéressante, c'est la période de la sédentarisation. L'homme primitif va se sédentariser, il va s'installer, il va commencer à labourer les champs, à domestiquer les animaux et à construire des habitations. Quand on dit construction, là, il va y avoir aussi action de l'homme déjà sur son environnement. Il va faire des prélèvements dans les forêts, couper des arbres, notamment le chêne, et pour construire des maisons en rondins de chêne ou alors en épicéa, il va falloir des cordelettes. Et comme dit avant, ben voilà, la ronce est absolument appropriée pour faire des cordelettes qui sont extrêmement solides. Nous avons un prunellier. Prunellier, on l'appelle aussi épine noire. Alors la souche commune, c'est la prunelle, et la prunelle, elle aussi vient du néolithique, là aussi environ moins de 10 000 ans avant notre ère. Elle n'est d'ailleurs pas locale, la prunelle a certainement été importée par les courants migratoires des hommes donc, du néolithique qui sont venus par l'Est, par le massif alpin et par le Danube. Alors là nous avons le réfort, aussi appelé moutarde des Allemands. Alors, le réfort est connu depuis l'Antiquité, bien évidemment, il est beaucoup plus ancien. Pour ce qui concerne l'Antiquité, on l'utilisait pour faire des cataplasmes. C'est un anti-inflammatoire très efficace. Autre trace romaine, alors voilà donc la vigne que les Romains nous ont amenée aux environs de 58 avant Jésus-Christ. Avec la vigne, les Romains ont amené aussi le châtaignier en fin de compte qui servait de tuteur aux vignes. En dessus nous avons le cnotti des champs. Alors c'est une belle petite fleur qui elle atteste, si vous voulez, du degré de fertilité d'un sol. Alors là nous sommes en terrain calcaire, il n'est pas extrêmement riche si vous voulez. Et puis la vigne a une certaine prédilection pour le terrain calcaire, du moins les vignes à vin blanc. Le sentier d'interprétation a la particularité de changer d'aspect et aussi, si vous voulez, de sujet selon les saisons. On ne verra pas la même chose en hiver qu'au printemps, ni en été qu'au printemps. Et en automne encore, il aura changé tout à fait d'aspect. Dans la mesure, il n'y a pas que des éléments géologiques qui vont raconter l'histoire ou des éléments archéologiques qui sont dans le musée issus de l'environnement de Niederbronn, mais il y a aussi toutes ces petites plantes qui nous racontent l'histoire. Il s'adresse aux scolaires, mais aussi au tout public, à toutes les personnes qui s'intéressent à l'évolution du paysage dans la région de Niederbronn et aussi à la place que l'homme a dans son environnement.